Mes meilleures années, comme tous les samedis à midi, rediff le jeudi à 18h avec Gilles Charles ou en alternance avec Rendez-vous avec la politique. Et Gilles, cette semaine, on va parler du petit écran noir, on va parler de cinéma, me semble-t-il. Bonjour Philippe, bienvenue dans Mes meilleures années. On va même parler de documentaire puisque nous avons la chance de recevoir quelqu'un qui nous vient de Paris, il nous vient donc de très loin. Freddy Mouchard, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un peu, vous êtes parisien ? Oh, parisien, vous savez, j'utilise une blague, c'est l'endroit où je dors le plus souvent, quoi. C'est l'endroit où je dors le plus souvent. Donc vous êtes réalisateur d'un documentaire qui est projeté en ce moment au Gaumont, à l'Alhambra Gaumont. Et d'ailleurs, on dit même plus Gaumont, on dit tout simplement l'Alhambra à Saint-Étienne. On a encore la chance d'avoir quelques cinémas dans le centre-ville et donc on fait un clin d'œil à la famille qui gère ces deux cinémas qui sont l'Alhambra et le Camion Rouge à Saint-Étienne. Et donc j'enchaîne en disant que ce documentaire est en ce moment à l'affiche chez eux, qui s'appelle Compostelle, le chemin de la vie. Voilà, j'ai été un peu pas très précis, mais on a compris. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Donc Freddy, vous venez de Paris, on l'a dit. Quel est un peu, qui êtes-vous déjà, et puis quel est un peu votre parcours avant de parler de votre documentaire ? Bien, je suis réalisateur, de documentaires au départ. J'ai pas mal réalisé de documentaires pour la télévision dans un premier temps. Après avoir fait du court-métrage, comme tout réalisateur, on s'essaye derrière la caméra avec des courts-métrages et puis après du documentaire. Documentaire dans lesquels j'ai parfois, et même souvent, visité des époques historiques avec des reconstitutions. Voilà. Et puis après, j'ai continué à faire des films de publicité, de commande, et puis en même temps, parallèlement, des films plus personnels, artistiques, dont effectivement Compostelle, le chemin de la vie, qui a été un moment important dans ma carrière, un moment dans ma vie de réalisateur, dans ma vie personnelle, on en parlera je pense. Il y a eu un avant et un après Compostelle dans ma vie de réalisateur, comme pour les pèlerins, il y a un avant et un après Compostelle, je pense. J'avais envie de vous dire, c'est une vision un peu. C'est pas une vision, mais c'est un appel. J'avais fait un autre long métrage avant qui s'appelait Sur le chemin. Il y a pas de hasard. J'avais fait un autre documentaire qui s'appelait Sur le chemin avec une méthode de travail un peu particulière où je m'approchais d'un sujet sans savoir ce que j'allais en faire. C'est-à-dire que je me préparais, je me mettais en condition, je donnais un espace-temps et je laissais faire les choses. Je me laissais m'inspirer par le temps. C'est une première démarche et j'ai reproduit cette démarche-là de réalisateur avec Compostelle, et c'est vrai que quand je me suis approché de ce sujet, je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire, et j'avais à la fois envie de faire un beau film en même temps de vivre une aventure personnelle. Ça a été les deux en fait. C'est couplé les deux quoi. Voilà. Alors avant de parler de technique et de ce documentaire, déjà, est-ce que vous êtes parisien d'origine ou c'est par le travail qu'on devient parisien ? Oh, mais comme je vous disais en plaisanterie au départ, c'est un point d'accroche, c'est un point de croisement. Je suis poitevin à l'origine, donc... Ouais, donc on est un peu obligé dans ce métier d'avoir un pied ou un lit à Paris pour être peut-être en plus en contact avec les réseaux officieux ou officiels ? C'est vrai que c'est une plateforme où on peut se croiser plus facilement, et puis il y a une énergie. C'est peut-être là aussi où on monte des projets, non ? C'est ça, on monte des projets, mais j'ai toujours un lien fort avec la nature, donc c'est des moments d'intensité. La vie parisienne est intense, une énergie particulière. On se plonge dedans, on entre en communion avec cette énergie, mais en même temps, moi, je sais que j'ai besoin de la nature, je vis dans la nature, je ne pourrais pas faire sans la nature. Et vous êtes devenu réalisateur, c'était un projet dès le départ ou vous y êtes venu petit à petit ? Ah non, je suis venu tout petit, c'est une volonté tout petit, juste pour plaisanter, mais enfin c'est même pas plaisanterie, c'est une réalité, mais quand je jouais dans la cour avec mon frère au vélo, on avait dessiné des caméras sur des morceaux de bois et on se filmait à faire des cascades. Ouais. Donc je crois que voilà, c'est clair, je voulais toujours faire du cinéma. Donc à l'école, on fait des études spéciales, on fait des écoles de cinéma, des écoles de documentaire, il existe des écoles spécifiques ou alors c'est un tronc commun, j'allais dire. C'est un tronc commun, mais c'est vrai que dès l'école, dès le collège, j'étais déjà dans une troupe de théâtre, on faisait des vidéos. Au lycée, on a créé une section cinéma qui est devenue après une section officielle. Donc ça m'a accompagné tout au long de ma vie, de ma progression. Et après, on ne fait pas spécialement d'école particulière, que ce soit documentaire ou fiction. Ça se fait naturellement, mais c'est vrai qu'au départ, il y a un tronc commun d'apprendre à raconter des histoires à travers des images qui s'animent.
Quand on dit ça se fait naturellement, c'est un peu l'histoire de la vie. C'est parce qu'on fait des rencontres qui nous orientent différemment, ou alors c'est vraiment des envies. On dit je veux absolument faire ça, ou alors c'est justement ce chemin qui fait qu'on rencontre des personnes qui vous attirent peut-être plus vers le documentaire que vers de la fiction. En fait, je crois que c'est peut-être un peu les deux. C'est-à-dire qu'on a une aspiration. J'avais une aspiration à raconter des histoires. Après, comment est-ce qu'on les raconte, avec quel support narratif? Je fais du documentaire. Là, je suis sur un long métrage de fiction. Donc, vous savez, c'est en fonction. Moi, j'aime m'approcher d'un sujet et respecter. Et parfois, il y a des histoires qui se racontent mieux en documentaire et plus facilement en fiction. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment des règles, des choses très fermées. D'ailleurs, on l'a bien vu dans l'histoire du cinéma. Parfois, les documentaires frôlent avec la fiction et vice-versa. Donc, ce sont des frontières un peu poreuses. Justement, vous avez parlé de documentaire et de fiction. Est-ce que c'est deux façons de travailler différentes ? Oui, évidemment, c'est pas la même mise en place. Hein. Je veux dire, la fiction, elle a plutôt tendance à se confronter à un décor, un espace et le modeler à son image. Et le documentariste, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui est là et il vient se fondre et s'approcher et respecter au mieux cette réalité qui se pose devant lui. Si je comprends bien, le réel, on filme du réel, et la fiction, on invente un réel, une sorte de réel. C'est ça. Ce sont deux postures différentes et c'est pour ça, comme je vous disais, les frontières peuvent être assez floues et parfois poreuses parce qu'on peut glisser d'un côté sur l'autre. On peut faire en fiction à la manière du documentaire, vous voyez. C'est-à-dire que bien sûr. c'est assez... Mais ce sont des paramètres et des paradigmes qui sont posés au départ. Vous avez commencé à filmer dès quel âge alors des choses qui étaient visibles un peu, j'allais dire, par un public ? Oh, je pense dès le collège, Ouais. Dès le collège, on commençait à faire des fictions, des amis, on a fait des films, on se regroupait, on faisait du théâtre, en même temps, on filmait, on basculait, une fois qu'on avait fait les pièces, on les adaptait l'été, tout l'été, on tournait avec nos petites voitures et tout, le matériel dans la remorque, et puis on se baladait de village en village. Enfin, voilà, comme tout enfant, surtout comme tous les jeunes, quoi. Alors j'ai la chance de rencontrer beaucoup de photographes dans la région, mais j'ai assez peu rencontré de réalisateurs. Et souvent, j'allais dire un peu l'ancienne génération, ont eu du mal à évoluer avec la technique. Est-ce que la technique, en niveau de la caméra, de l'image aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué au niveau de la réalisation, ou c'est quelque chose qui est venu aussi au fil du temps, on passe d'un matériel à un autre? Parce qu'en photo, il y a eu l'histoire du numérique, et puis ce qui était avant, j'ai mangé le terme, mais ça va revenir. Comment on dit? L'argentique, voilà. C'est bien d'avoir un photographe à côté de soi. C'est ça. Et donc, il y a des gens qui ont eu du mal à passer de l'argentique au numérique. Est-ce qu'au niveau de la caméra, de l'image, en tant que personne, vous avez eu du mal, ou c'est quelque chose qui était un enchaînement qui s'est fait tout seul? Oh, j'ai pas eu de mal. J'ai effectivement fait mes premiers courts-métrages en Super 16. Super 16. Gonflé après en 35. Pour les courts-métrages, c'était souvent ce qu'on faisait. C'était coûteux, compliqué. Moi, je trouvais que pour moi, l'arrivée du digital au cinéma était une révolution et je trouve ça vachement bien. Un film, par exemple, comme Compostelle, n'aurait pas pu être réalisé en 35 mm. C'est impossible. La démarche artistique. Je trouve que le digital pour le cinéma a mené à peut-être sûrement une nouvelle manière de réaliser des films, surtout pour le documentaire, une légèreté, une souplesse, du matériel plus petit, performant, et aujourd'hui avec le 4K, vraiment on arrive à avoir des choses très très jolies. Alors évidemment, peut-être qu'on a perdu en cours de route une certaine qualité, une certaine douceur dans l'image, mais a posteriori, en post-production, on peut aussi retrouver, avec certains travaux, on peut retrouver ce ressenti. Mettre des effets. Voilà, mettre des effets, retrouver cette douceur, ce grain. Voilà, on a tellement on appelle ça, voilà, il y a toutes des techniques qui sont possibles au niveau de l'étalonnage. Donc bon, en tout cas pour moi me concernant, le passage s'est fait naturellement. J'étais jeune quand c'est arrivé. Et pour moi, c'est complètement intégré et je ne pourrais même pas l'envisager autrement. Peut-être, mis à part un sujet particulier qui nécessiterait, pour des raisons de narration, de revenir au 35 mm. Certains réalisateurs l'utilisent. Pour une question de référence, pour une question d'univers, on utilise l'argentique à bon escient. Mais je dirais que pour moi, en tout cas, le numérique est très bien. Et comment est arrivé donc votre premier film, j'allais dire, en tant que professionnel ?
C'est une belle question. Faut que je remonte un peu en arrière. Je fais un rewind. Il faut tourner la manuelle. Voilà, il faut revenir en arrière. Ce sont des ma professionnelle. C'était d'abord, je pense, des films de commande, sûrement, des films d'entreprise, sûrement. C'était voilà, je pense que c'était ça. Mais en même temps, très vite, j'ai proposé des choses à France 3 et France 3 m'avait d'abord en région, puis après au niveau national. Donc voilà, c'est cette démarche-là. Donc là, on fait toc-toc, on prend un rendez-vous, on dit voilà, j'ai un sujet, vous qui êtes dans la nature, un spécialiste de la nature, vous leur dites je veux filmer ça, est-ce que ça vous intéresse? Comment ça se passe le contact? C'est ça en fait. Au départ c'était historique, c'était dans ma région, c'était lié à la première migration des Poitevins vers le Canada pour créer une des premières colonies au Canada, et donc j'avais découvert cette histoire dans ma région, et voilà, j'ai travaillé cette histoire d'un point de vue historique. Je suis allé voir France 3 et je lui ai dit voilà, j'ai envie de faire ce documentaire là, je me suis appuyé sur telle association, telle réalité locale, j'ai telle réalité, j'ai tel ancrage, parce que je pense que quand on veut aller vers un projet, il faut d'abord avoir un ancrage. Si c'est uniquement dans la tête, si c'est vraiment uniquement un désir, j'avais un ancrage. Je pense que j'étais un garçon déjà un peu ancré, donc ça a aidé à aller frapper à la porte et dire voilà, et donc c'est pas facile évidemment, hein, il faut trouver les moyens, les budgets, mais bon, quand on veut. Parce que là aussi, j'ai envie de vous dire, on est dans l'image, et là quand on va chez quelqu'un, on lui propose quelque chose qui est un peu entre guillemets c'est du vent, il n'y a pas de moyen de valider un projet vu quoi. C'est juste, j'allais dire un papier, un crayon, et on leur marque les grandes lignes, non? C'est ça, mais pour moi, les œuvres cinématographiques, c'est mon domaine, existent déjà avant. C'est-à-dire qu'ils existent déjà dans un monde qui est dans le monde de l'imaginaire. Il suffit juste d'ouvrir la porte et de dire viens avec moi dans mon monde et regarde le film qu'on va faire. Et après, réaliser le film n'est qu'une étape quelque part de densification. C'est-à-dire qu'on fait descendre ce rêve, on met ce rêve en image, cette projection. Voilà, et donc cette projection, on peut, avec des mots, avec une manière de communiquer, on peut faire entrer la personne. Et bon, les gens qui décident savent faire ça, ils ont l'habitude de se projeter dans l'univers d'un créateur. Donc le créateur les invite et ils viennent visiter l'œuvre. On se dit c'est intéressant, effectivement on va le densifier ensemble, on va le rendre vivant, on va le rendre réel dans le monde, j'allais dire voilà, dans cette dimension là, voilà. Et entre le moment où on vous valide le projet sur France 3 Régions là, et puis le moment où on le diffuse, et même, j'allais dire même le moment où il existe réellement sur une clé ou sur un support, il se passe combien de temps? Là, à l'époque, je ne me souviens pas, mais après, il faut financer, parce qu'après, il faut apprendre à financer. Très, très, très vite, du coup, j'ai compris que j'allais produire ces films-là, donc j'ai produit mes films, toute ma vie, j'ai produit les films que je réalisais. Et donc, il faut apprendre à produire, il faut apprendre à rentrer en contact avec le CNC, le Centre National du Cinéma, les subventions régionales qui sont disponibles, les mécanismes. Donc c'est évidemment plusieurs mois, hein. Ça se fait pas tout seul. C'est un travail, c'est un apprentissage, c'est une démarche. Une autre question qui vient à l'esprit, c'est on a parlé de films de fiction et films documentaires. Est-ce qu'on s'adresse aux mêmes personnes quand on veut produire, quand on veut aller chercher de l'argent, ou c'est deux univers différents? C'est pas le même mécanisme. C'est pas le même mécanisme. Mais enfin, il y a des mécanismes communs, mais les diffuseurs vous regardent pas de la même manière. C'est beaucoup plus cher de faire un film fiction. C'est pas le même c'est pas le même univers, les mêmes dimensions. Il faut aussi convaincre des comédiens en même temps. Il y a tout un univers à créer avant de passer à la réalisation. Donc c'est quelque part le documentaire c'est plus véloce, c'est plus rapide à faire, et en même temps c'est plus lourd parfois à titre individuel pour le réalisateur, mais c'est peut-être parfois dans un premier temps pour commencer une carrière c'est parfois plus facile. Moi j'ai été formé pour faire de la fiction, hein. J'ai dans une école de cinéma de fiction, du court-métrage de fiction, j'ai du théâtre, et je suis allé vers le documentaire. Donc après c'est des sujets, et j'ai adoré faire du documentaire, et même quand je fais de la fiction, comme je vous disais, la frontière est très, très poreuse entre. J'aime faire de la fiction comme un documentaire. Quand on fait des documentaires, on s'adresse au même public, pareil que des gens qui vont voir de la fiction. Et quels sont les retours de ce public, justement? Est-ce qu'on vient vous parler de ce qu'on a vu? On vient vous donner des critiques? On vient vous dire j'ai bien aimé cette partie, j'ai moins aimé ça? Comment ça se passe? Oui, la critique, pour moi, ce que j'ai trouvé, c'était pareil. Parfois, il arrive un truc assez drôle, c'est parfois, même ce soit les parents ou la famille, on vous dit quand est-ce que tu feras un vrai film?
Donc en fait, c'est une déformation. Moi, on m'a souvent dit quand est-ce que tu feras un vrai métier. Voilà, donc c'est assez drôle, mais ça reste quand même un film. Et je pense que le documentaire a acquis une certaine lettre de noblesse. Il y a eu des grands documentaires et donc du coup là, voilà, mais c'est vrai que parfois on a cette différence, mais la critique reste la même. On a aimé, on a été touché par une émotion, par un personnage, quelque part qu'il soit réel ou qu'il soit une imagination, le fruit de l'imagination. Ce qui compte, c'est l'émotion première, c'est ce qu'on reçoit quand on regarde le film. Et au niveau de la diffusion, c'est les mêmes réseaux aussi, c'est pareil, on passe à la télévision, on passe dans les salles de cinéma, on sort en DVD, c'est la même chose quand ça se passe? Oui, c'est la même chose, Peut-être que la pression de diffusion est plus lourde sur un film de fiction parce que c'est plus cher. Donc comme c'est plus cher, on a plus de partenaires. D'attente. Voilà, et donc il y a plus de partenaires, plus d'argent, plus d'enjeux, donc il faut que ça diffuse vite et parfois effectivement on est dans un monde de la fiction où il faut, vous avez vu, hein, enfin on le dit souvent, tout se joue, la carrière d'un film se fait à la première séance du mercredi à 14h. Les donc chiffres, voilà, en fonction des chiffres de la séance à 14h, on décide ce que la carrière du film. Vous imaginez, à partir de ce moment-là, les distributeurs activent la diffusion ou pas. Donc on est dans un monde difficile. C'est quand même un peu spécial parce que si un film, à une époque, il y a des films qui ont marché grâce au bouche à oreille, et le bouche à oreille, il faut un peu de temps pour qu'il s'installe. Disons que peut-être le monde du cinéma et de l'exploitation s'industrialise de plus en plus et effectivement on rentre dans une sorte d'industrie et j'espère que le cinéma ne tombera pas dans le phénomène de grande distribution qu'on peut connaître dans d'autres secteurs. Ce serait terrible. On a eu l'exemple, j'ai pas de titre en tête, mais on a eu des exemples de films qui n'ont pas du tout marché au cinéma et qui ont été des records d'affluence, d'audience en télévision. C'est ça, c'est qu'effectivement, je crois qu'il y a une machine derrière d'exploitation. Il sort tellement de films par semaine qu'il faut que les films en poussent les uns les autres. Je crois que j'ai lu, si je dis pas de bêtises, Les Tontons Flingueurs, qui était un bide au cinéma et c'est devenu un film culte à la télévision. C'est ça. C'est qu'effectivement, je pense que le travail du distributeur, c'est ce qu'on essaie de faire nous avec les films qu'on distribue, c'est que faire en sorte que pour moi le métier du distributeur, c'est pas de mettre dans les rayons. Le métier du distributeur, c'est de trouver le public qui va correspondre au film qui a été fait. Et puis je pense aussi de faire savoir que ce film existe aussi. C'est ça. Compostelle est un cas particulier. Ça fait 2 ans et demi que le film est sorti. On est toujours en salle et le film fait toujours donc dans son cadre, sans aucune publicité. On va dépasser vraiment des milliers d'entrées et donc c'est assez unique et c'est bien la preuve qu'un film, il faut l'accompagner, il faut vivre avec et c'est pas une œuvre qu'on pousse comme ça. En tout cas, c'est pas ma vision de la distribution. De votre premier film en tant que professionnel à Compostelle, vous en avez fait combien à ce jour? De films? Ouais. En long métrage, on va attaquer le 3e. En long métrage cinéma, fiction, cinéma, fiction et documentaire en 3e. Après, le nombre de documentaires, je pense qu'il y en a 20, 25. Ouais. Et puis après, les films de commande et autres films de publicité. Alors là, il y en a peut-être des centaines. Vous faites beaucoup de films de publicité aussi? Oui, j'ai été aussi directeur de création dans une agence de com et de publicité, donc ça a été une double vie, et je trouve ça très intéressant. Bon, maintenant c'est moins présent, puisque les œuvres artistiques et personnelles prennent de plus en plus de place, mais... Donc vous connaissez les codes pour vous vendre alors? Oui, ça fait partie des choses que j'ai dû apprendre, la communication, oui, savoir communiquer, savoir faire entrer l'autre dans votre film intérieur quand on doit proposer un projet. Oui, j'ai appris à le faire. Et pour rester en tant que curieux dans les codes, est-ce que les codes ils changent suivant les époques ou il y a des modes? Est-ce qu'il y a des choses qui se faisaient avant qui ne se font plus du tout? Est-ce qu'il y a des choses qui sont cycliques, qui reviennent? Ce que j'ai pu voir au fur et à mesure des années, c'est que je trouve que la mécanisation, l'industrialisation et la déshumanisation, désincarnation des messages est quand même de plus en plus présent. C'est-à-dire que si on se rend bien compte, on voit bien que la machine rentre. Ce que j'appelle la machine, c'est-à-dire la technicité, la technologie rentre de plus en plus et peut-être désincarne un peu à la fois les émotions, les rapports humains. Donc c'est un peu ça. Non. Si on regarde bien derrière la publicité, on voit bien que tout est orienté vers cette technologie. J'ai rien contre, mais c'est un phénomène qui est visible, qu'on observe. Et c'est vrai que quand on parle de progrès, on parle forcément de technologie. Mais le progrès n'est pas forcément lié à la technologie. Pourquoi est-ce qu'on voudrait associer les deux? Bien-être, technologie. Mais pourquoi? Donc c'est intéressant qu'il y a cette tendance-là qui émerge et je pense que de plus en plus je m'éloignerai de cette vision-là.
Alors vous êtes aujourd'hui à Loire FM pour nous parler de Compostelle, le chemin de la vie. On va avoir une discussion qui arrive là sur tout ce qui est Compostelle, tout ce qui est justement ce chemin de vie. Mais avant, on va faire une petite pause musicale. Vous avez choisi un premier extrait, c'est un chant grégorien. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu avant d'écouter ? Oui, c'est important pour moi dans le film de Compostelle de faire une référence à l'histoire, même si nous sommes sur un film contemporain, on parle de Compostelle aujourd'hui, mais c'est important de faire référence à ces musiques grégoriennes qui sont vraiment traitées d'une certaine manière originale, avec cet extrait où on découvre l'esprit du chant grégorien du Moyen-Âge à travers le Codex Calixenius. Et pour moi, on n'est plus dans une époque en même temps particulière, on a l'impression d'avoir des chants polyphoniques et on sort du temps, et ça c'est vraiment, pour moi c'était important de les placer dans le film. Très bien, Freddy Mouchard pour Compostelle, le chemin de la vie. On revient dans un instant, juste après le chant grégorien. On vient pour la seconde partie de Mes meilleures années. À Saint-Étienne, moi j'écoute Loire FM. Seconde partie de nos meilleures années avec aujourd'hui Freddy Mouchard. On est à Compostelle avec un documentaire qui s'intitule Compostelle, le chemin de la vie. Et question toute simple, Freddy, si je peux me permettre, pourquoi Compostelle ? Eh bien, en fait, je suis réalisateur, c'est mon métier, mais je suis sûrement avant tout un marcheur, un pèlerin, un homme qui aime vivre dans la nature. J'ai beaucoup marché en France, à l'étranger depuis de longues années. Et puis, je me disais un jour, j'espère que j'aurai la joie de faire un film qui parle des joies que l'on a quand on marche dans la nature. Et je suis allé marcher sur le chemin de Compostelle. Là, ça a été vraiment pour moi un appel, une révélation. Je me suis dit, bon, je vais servir à ma manière, avec mon regard, le chemin de Compostelle. Il y a un itinéraire précis du chemin de Compostelle. Parce que nous, ici, on est à Saint-Étienne, donc on n'est pas très loin du Puy-en-Velay. Est-ce que le vrai départ, c'est le Puy-en-Velay ou on peut partir de n'importe où ? Comment ça se passe au niveau de ce pèlerinage ? Je pense qu'il n'y a pas de vrai départ, il n'y a pas de vrai chemin, il n'y a que des chemins à construire et réaliser de manière individuelle. Il faut bien se rappeler qu'au Moyen-Âge, les gens partaient de chez eux. Ouais. Voilà, donc, et après, il y a évidemment des grands points de ralliement de tous ces pèlerins qui marchaient ensemble. Et il y a quatre départs en France. Donc, évidemment, le Puy-en-Velay, il y a Vézelay, il y a Paris, Tours, Paris, cette voie-là, et puis il y a Arles. Donc il y a quand même 4 voies en France, 4 voies principales, mais qui sont elles-mêmes, qui se ramifient, qui sont d'autres petits chemins se déversent dans ces grandes voies qui elles-mêmes se conduisent vers l'Espagne. Et quelle est donc l'origine de cette histoire ? Pourquoi on allait à Compostelle à la base ? Alors c'est une grande question, on y va pour plein de raisons, selon les époques, on y va de manière religieuse, on y va, voilà, le chemin de Compostelle est là depuis très longtemps, et donc il est empreint des époques qu'il traverse ou qui le traverse. Donc il y a eu des grandes époques très religieuses de pèlerinage, du Moyen-Âge, il y a eu des périodes où les pèlerins étaient plus alchimistes, il y a eu vraiment des périodes différentes, et aujourd'hui il connaît depuis les années 70 un renouveau, un regain d'intérêt très très fort. Donc vous avez suivi le parcours de plusieurs personnes pendant 3 ans. Oui, enfin, avant tout, ce qui a été important, c'était la démarche. C'est-à-dire que je suis entré sur ce chemin en me disant, bon, je vais m'approcher de Compostelle, je vais d'abord être un pèlerin moi-même, et on verra ce qui se passe. J'ai rien décidé à l'avance. J'ai pas décidé, j'ai pas écrit, j'ai pas décidé ce que j'allais faire. Vous êtes quand même parti avec votre caméra. Je partais avec ma caméra dans un premier temps, c'est évidemment la plus légère possible, parce qu'il faut la mettre dans le sac à dos. Et puis je suis allé dans cette démarche de me dire, voilà, je suis pèlerin, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire quoi être pèlerin sur le chemin de Compostelle ? Donc j'essaie de vivre de l'intérieur les choses, et puis au fur et à mesure, évidemment, il y a des rencontres, il y a des émotions qui arrivent, il y a des épreuves, des anecdotes, des choses qui se passent. Et donc j'ai construit ce film à partir de ce qui m'arrivait vraiment au fur et à mesure. Donc ça a duré 3 ans et demi parce que je me donnais des périodes de temps, et puis aussi de maturation, j'avais pas que ce film-là à gérer, et en même temps, au fur et à mesure de l'avancée, je n'ai jamais décidé ce que ce film allait être. Et même, je n'étais même pas sûr qu'on fasse un film au cinéma. Enfin, s'il n'y avait pas eu la matière, on ne l'aurait pas fait. Et donc ça s'est fait naturellement, et les rencontres évidemment dont vous parlez se sont faites naturellement. Ce sont des gens qui se sont croisés, on s'est croisés. Je crois que la loi des affinités fonctionne quand on dit qui se ressemblent s'assemblent. Donc évidemment j'ai sûrement rencontré des gens qui étaient un peu mes miroirs et qui m'ont permis de
au fur et à mesure de ces rencontres, de construire un chemin et de construire un film sur le chemin. Sur ces rencontres, quand on a le temps justement de prendre le temps de dialoguer avec des gens qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on se renvoie son image à soi ou on a des images, on découvre l'autre? Je pense qu'on découvre l'autre et en même temps on se découvre soi-même parce qu'on se rend compte qu'on est beaucoup plus vaste que soi-même. Oui. Donc je crois qu'on découvre en l'autre des aspects de nous-mêmes qui sont... Et donc du coup c'est sans fin. C'est-à-dire qu'effectivement je crois on ouvre des tiroirs on ouvre des tiroirs et on se rend compte que tout est très très vaste et que si on a l'esprit, si on a la posture, si on a la manière d'être au monde, on n'est ni seul, on est relié avec tout et en permanence et on est relié au-delà même de nos congénères, même des humains. Pour moi, la principale reliance que je vois dans l'esprit et la nature. Vraiment, le phénomène de Compostelle, pour moi, c'est vraiment reprendre contact avec la mère nature à travers les sens, à travers ce contact que l'on a par la marche. Je veux dire, marcher plusieurs semaines consécutivement, je veux dire, ça crée un phénomène intérieur qui s'opère et qui vraiment modifie la perception. Imaginez-vous, dans nos villes, on est en permanence dans le bitume, dans le béton. Parfois, dans certaines villes, on ne sait même plus quand. À certaines saisons, on ne sait plus quand est-ce que c'est le jour, quand est-ce que c'est la nuit. On ne sait pas quand est-ce que le soleil se lève, on perd ce contact-là. Je peux vous dire que quand on marche tous les jours dans la nature, on sait quand il fait frais le matin qu'il y a encore la rosée, on comprend pourquoi la rosée, et à midi on sait qu'il fait vraiment chaud parce que le soleil il est juste au-dessus de nous, et quand il décline on sent la fraîcheur arriver. Enfin, on réapprend à vivre avec la nature, et pour moi, c'est l'élément majeur, c'est la première porte. Après, évidemment, il y a d'autres phénomènes qui s'opèrent, la rencontre avec les autres, et puis il y a un autre après qui s'opère, c'est des stades en fait de maturation, il y a un autre qu'il faut rencontrer, c'est soi-même. Et là, ça devient un peu plus délicat, parce qu'on se retrouve face à soi-même, et là, on doit discuter avec soi, et donc, c'est pas toujours facile. Il faut trouver des sujets de conversation. Oh, je crois qu'il y en a. Ou alors on reste dans le côté religieux. Ah non, je pense que, en tout cas, ma vision, moi, l'aspect religieux, il faut le voir d'une autre manière que l'aspect qui pourrait être parfois fermé. Je veux dire, c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une vision de la religion fermée dans nos époques. En même temps, quand on voit l'étymologie même du mot religion, du religion, c'est religare, en latin, c'est relier. Donc c'est ce qui est censé me relier aux autres, à quoi d'autre? Aux autres, à la nature, au tout, à tout, me relier en permanence. Et voilà. Donc moi, j'ai pas une vision religieuse. Relier et être en harmonie. Voilà, en harmonie, en résonance. C'est vraiment. Et donc, je crois que ce chemin, il est à la fois, pour certains, il est religieux, pour d'autres, il est sportif, pour d'autres, il est un espace de développement personnel. Donc, il est multiple, ce chemin. Justement, on parle de sportif. Est-ce qu'il faut un entraînement particulier pour pouvoir marcher comme ça tous les jours pendant des semaines? Particulier, non, mais c'est clair. Ou alors le corps est tellement fort de lui-même, il arrive à trouver des ressources qu'on n'imagine pas. Il arrive à les trouver. Ouais. Il arrive à les trouver. C'est vrai qu'une petite préparation physique n'est pas plus mal. Je veux dire, il faut effectivement avoir si on n'a jamais marché, si on ne marche plus depuis longtemps, il faut réapprendre le mécanisme de la marche. Et puis donc c'est bien de préparer un peu avant. De toute façon, il y aura toujours un phénomène les premières semaines sont un peu plus délicates parce qu'il faut réentraîner le corps à marcher. Mais il n'y a pas de doute à avoir, la marche fait partie, est inscrite en nous, inscrite dans notre corps, et donc elle devient un moment très très facile. Une fois qu'on a dépassé ces premiers temps d'apprentissage de la marche, si on a un sac pas trop lourd, parce que souvent c'est le problème, souvent on se plaint de la marche, mais c'est pas la marche elle-même, c'est qu'on charge trop lourd, le fardeau est peut-être trop lourd à porter, donc il faut apprendre au propre comme au figuré, apprendre à décharger un peu et voyager léger comme on dit. Ouais. Donc il faut voyager léger, et à partir de ce moment-là, la marche devient naturelle. Alors c'est un parcours, on l'a dit, sportif, mais est-ce que c'est pas aussi un petit peu un parcours gastronomique? J'entends par ça parce qu'on s'arrête un peu le soir un peu dans des gîtes ou des gens un peu qui vous accueillent, je sais pas exactement comment ça se passe. Est-ce qu'on découvre pas aussi peut-être des cultures, mais aussi un peu des plats un peu régionaux? Est-ce qu'on a pas aussi, comme on a un peu le temps et qu'on a peut-être envie de manger le soir, parce qu'on a beaucoup marché, est-ce qu'on découvre pas tout ça, toutes ces cultures,
tous ces plats, toutes ces choses, quoi, qui font que c'est la vie finalement. Tout à fait, je pense que l'aspect gastronomique, c'est tout à fait réel, mais je le verrais un petit peu différemment. Je pense que le plat qui vient dans l'assiette, c'est le résultat d'une terre, qu'une terre qui elle-même donne des produits, donne des rapports avec les fromages. Ça, c'est plutôt, pour moi, c'est pas la gastronomie fermée du plat, c'est en rentrer en résonance avec une terre. Et c'est un tout, quoi. Voilà, c'est au sens large des choses, quoi. Tout à fait. Quand on marche dans la nature, on sent les terres différentes. On est dans une terre rouge, plutôt calcaire. On va basculer sur autre chose. Les odeurs, les ambiances. On parle de terroir. Donc effectivement, qu'on visite les terroirs. Et à un moment, si on a évidemment la chance de le retrouver dans l'assiette. Quand on est dans certaines régions, on va trouver la Ligo. Après, on va changer. Et puis en Espagne, ça sera encore autre chose. Et c'est vrai que ça en fait partie. C'est-à-dire que, mais pas enfermé. Vous voyez, moi, j'ai plutôt une vision ouverte. J'aime cette vision ouverte. Et la terre elle-même nous nourrit. Et justement, ce chemin traverse plusieurs territoires. Est-ce qu'on voit les différences de territoire au fur et à mesure qu'on avance dans ce grand chemin ? En permanence. C'est une beauté, c'est vraiment une splendeur, cette chose-là. C'est-à-dire qu'on les réapprend et on les réapprend à une autre vitesse. On a le temps d'entrer en résonance avec ces lieux. Ils vous parlent de manière douce parce qu'on y va avec la marche. C'est vrai que quand on est sur l'autoroute à 130, on traverse des tas de paysages, mais on n'a pas le temps on voit qu'on est là, grosso modo, et pour beaucoup voyager sur les autoroutes, je me faisais même une petite parenthèse, c'est-à-dire que vous savez, on a des images des lieux historiques. Donc à un moment ou à un autre, on peut presque croire qu'on a visité en passant sur l'autoroute parce qu'on a vu l'image, J'allais vous dire le panneau. Ouais. Voilà, on a vu le panneau, on a vu l'image, on se dit je connais, j'ai déjà vu. J'y suis passé. Alors en fait, non, on n'y est pas passé, on a passé à travers, mais réellement vivre et comprendre là par la marche, parce que on vous annonce, je sais pas, on vous annonce Burgos, une grande cathédrale magnifique. On vous annonce Burgos, une journée, 2 journées, 3 journées, mais comme on marche, c'est beaucoup plus long. Hein. Et à un moment, au bout de 8 jours, on arrive à Burgos. Mais même pas tout à fait, parce qu'on voit le panneau Burgos, mais il faut encore traverser la zone pour aller jusqu'au centre-ville. Donc, tout arrive et tout a une valeur vraiment réelle, parce qu'avec au rythme de la marche, on a le temps d'attendre et on a le temps d'apprécier quand on est là, quoi. C'est tout à fait un rapport différent à la vie et aux choses qui nous sont données. Est-ce qu'il y a comment dire, on parle de kilomètres en voiture, est-ce que là on parle en nombre d'ampoules ou alors en nombre de paires de chaussures ? Alors vous voulez dire la mesure... la mesure de la souffrance, la ou du bonheur d'arriver à terme. Peut-être la mesure d'un point de vue purement, ça va être le nombre d'heures, nombre d'heures de marche. Est-ce que c'est réellement une souffrance physique ? Entre les kilos sur le dos et les pas à faire les uns après les autres ? Je crois pas, en tout cas pour moi non. Ouais. Moi j'ai beaucoup marché, donc ça fait partie de mon... Je crois pas, je pense qu'à un moment, justement quand on dépasse la porte du corps, parce qu'il y a différentes portes à passer à travers ce chemin initiatique. La première porte, effectivement, la porte de la souffrance. Dès qu'on le dépasse, je pense que c'est une libération. Je vous disais, une petite semaine d'appréhension des lieux, de voir comment ça fonctionne, les mécanismes, les questions des réservations, la question de l'organisation, comment je vais manger, où est-ce que je vais dormir. Une fois qu'on a compris le mécanisme, une fois qu'on a compris la vie de ce chemin, on entre en résonance avec elle et là, c'est un bonheur, c'est une joie. Et effectivement, pour certains et certaines, quand il faut sortir du chemin, c'est changement de monde, changement de vie. On prend ses habitudes et ça, c'est pas une souffrance, c'est une autre manière de vivre. Est-ce que vous, au niveau du mental, de l'esprit, ça a changé les choses ? Est-ce qu'on regarde plus du tout la vie de la même façon ou alors on la regarde sous un aspect différent avec d'autres références, peut-être d'autres objectifs ? Moi, clairement, dans ma vie, dans ma carrière, il y a eu un avant Compostelle et un après, ça c'est évident, et je crois que selon chacun à sa manière, c'est souvent une page qui s'est tournée, quelque chose qui s'est opéré, parce que c'est une occasion effectivement d'apprendre à voir le monde autrement. À la fin du film, il y a un regard très présent un regard. Je pense que le pèlerin, lorsqu'il sort du chemin, il ne porte plus le même regard sur le monde. On pourrait l'expliquer, ce mécanisme de la marche, ce mécanisme de l'abandon, ce mécanisme d'aller à l'essentiel. Le pèlerin, il va à l'essentiel, il a l'essentiel dans son sac, il va à l'essentiel de la relation, il va à l'essentiel de sa vie pendant plusieurs mois, et réapprendre à vivre comme ça, forcément que ça modifie le regard. Quand on retourne dans la vie de tous les jours, on voit plus le monde de la même manière. Allez, on fait une deuxième pause musicale dans cette émission Mes meilleures années.
Là, vous avez choisi un requiem de Duruflé. Est-ce que là aussi, vous pouvez nous en parler un tout petit peu pour nous mettre en condition? Le requiem, c'est la mort. Et donc Ouais. la mort, je crois que c'est un mécanisme qui se passe, qui est très présent sur le chemin de Compostelle, pas de manière morbide. Hein. C'est juste l'idée que derrière, il faut apprendre à mourir pour renaître en permanence. Chaque jour qui renaît, ce lever de soleil qui se donne à nous lorsqu'on marche, c'est une nouvelle journée, c'est un nouveau monde qui arrive. Et je pense que la symbolique du requiem est tout à fait justifiée. Allez, on écoute le requiem et on revient juste après sur ce parcours de Compostelle. Vous écoutez Loire FM à Saint-Étienne 100.9. Dernière partie de ce voyage jusqu'à Compostelle. On est sur la route, je commence à avoir des ampoules aux pieds parce que j'ai pas l'habitude de marcher. On est avec Freddy Mouchard, le réalisateur, pour un documentaire donc sur Compostelle qu'on peut voir actuellement à l'Alhambra à Saint-Étienne. Alors vous êtes venu présenter ce film à l'Alhambra, vous me dites que vous sillonnez toute la France. Quelle est l'idée d'aller voir le public justement? Est-ce qu'on ressort un message? Est-ce qu'on est là pour porter un message? Comment ça se passe ces rencontres avec le public? Bon, en fait, quand je me suis approché de Compostelle, je me suis approché dans la posture du serviteur. C'est-à-dire que j'ai voulu servir, en tant que documentariste, servir l'esprit du chemin, ce qu'est le chemin, la vie du chemin. Et donc, je ne me doutais pas qu'effectivement, au bout de 2 ans de sortie du film, je serais encore en train de sillonner la France en avant-première. Mais en fait, ce ne sont plus les avant-premières, ce sont des post-premières, je ne sais pas comment on les appelle. Ce sont en tout cas des soirées débats à la rencontre du public. Il y a effectivement un besoin, une envie de se partager. Évidemment, moi j'aime ça aussi, hein. J'aime la rencontre, j'aime discuter, j'aime passer mes soirées, des soirées à discuter. Pour moi, c'est un peu l'image, vous voyez, c'est loin évidemment, hein, mais ça nous parle, ces soirées, ces veillées au coin du feu, où celui qui avait fait un voyage revenait et partageait avec ceux qui n'y étaient pas encore allés, mais à travers ces mots voyageait. Donc c'est un peu ce que fait le réalisateur. Donner l'envie. Donner l'envie, partager, et puis partager en même temps sur un autre plan. Le film est une proposition artistique, est une vision, mais c'est vrai que en discuter autour d'une soirée, c'est vraiment magnifique, et ça nourrit, les deux se nourrissent. Je me nourris autant que je peux nourrir un public dans l'échange. Et justement, quand on a écumé toute la France, on a parlé de ce sujet avec beaucoup de public. Quelles sont les questions qui reviennent le plus fréquemment? Elles sont variées. J'allais dire que c'est pas une question, mais c'est des champs de questions. C'est-à-dire qu'il y a des espaces. Des thématiques. Voilà, des thématiques, il y a des espaces comme ça. Donc, c'est vrai que parfois, pour commencer une soirée, on va être sur l'aspect purement corporel, logistique, pour rassurer. Mais après, on peut avoir des plans et assez vite, on va vers des choses plus spirituelles, au sens qui nous élèvent, qui nous permet de nous poser des questions par rapport à la vie, par rapport au rapport à la nature, au rapport aux autres. Je pense que le chemin de Compostelle est un magnifique champ d'expérience. C'est-à-dire que c'est un espace où on réapprend à devenir le héros de sa propre vie. Et donc forcément qu'on peut en discuter. Il n'y a pas une aventure meilleure qu'une autre. Et c'est un lieu d'échange magnifique. Est-ce que vous avez rencontré des gens dans l'ordre religieux qui vous ont parlé du film, qui vous ont donné des conseils, peut-être même des reproches? Je ne sais pas s'il y a eu un dialogue sur le côté religieux. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les religions, quelles qu'elles soient. C'est un point de vue, c'est une manière de voir les choses, et c'est une alliance qui est créée dans un cadre particulier. J'ai rencontré, beaucoup de religieux, on a beaucoup discuté dans l'échange. Moi, ce film est une proposition ouverte, qui à la fois parle, je pense, à beaucoup. Et au-delà de l'aspect purement religieux qui pourrait parfois, de certains points de vue, être dogmatique, moi ce qui m'intéresse, comme je vous disais, le mot premier c'est relier, et il faut se relier les uns aux autres malgré nos différences. Je pense qu'il y a un espace réel de reliance au-delà des points de vue religieux, politiques et autres. Il y a toujours un espace ailleurs qui est l'humain, l'humanité. Il y a un espace de tolérance au-dessus, et c'est plutôt dans cet espace-là que je me sens plus à l'aise. Après, je peux descendre, voyager à travers les mondes, mais je me sens plus à l'aise au-dessus. Est-ce que faire le voyage de Compostelle à pied
Est-ce que c'est quelque chose, c'est un peu l'ambition d'une vie, et j'allais dire c'est des gens qui sont plutôt âgés, ou alors on a toutes les couches de la société, des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, des plus jeunes qui font ce pèlerinage, ce chemin. Moi, j'ai rencontré de tous les âges. Et il y a également aussi une dernière chose, est-ce qu'il y a toutes les nationalités aussi? Oh, ça, c'est extraordinaire. Ouais. Il faut bien savoir qu'il y a plus de gens sur le chemin de Compostelle qui sont, on va dire, étrangers à la France. Enfin, Ouais. mettons, si on se voit plus purement, il y a beaucoup d'étrangers. C'est énorme. Dire, des gens de l'Asie, du l'Asie qui viennent oui, aussi. c'est incroyable. Ouais. Dire, je n'ai pas les chiffres précis qui évoluent en permanence du passage à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais c'est vraiment incroyable. C'est vraiment, il y a une attirance des pays étrangers importante. Et au niveau de l'âge, il y a tous les âges aussi. Oui, moi j'ai constaté que voilà, j'ai rencontré des gens très différents. Ce que j'ai pu voir, c'est que le chemin de Compostelle était souvent vécu à des moments un peu clés de la vie. Ouais. Parfois, c'est effectivement à la fin de l'adolescence, au moment d'un rite de passage au monde des adultes et au monde, des adultes, au monde des actifs, avant d'entamer la voie professionnelle. Il y a pas mal de jeunes qui sont là. Je trouve que le chemin de Compostelle, il accompagne de manière douce les passages de la vie. Alors évidemment, le passage à la retraite est très présent. Il y a beaucoup de gens qui ont attendu la retraite et quand elle arrive, ils ont encore la vigueur, ils se disent, là, je l'ai attendu, je le fais. Mais aussi des personnes qui ont vécu des moments forts dans leur vie, des séparations, des décès, des changements de vie professionnels et qui se disent, c'est vraiment trop, c'est fort ce que j'ai à vivre, c'est fort ce que j'ai à comprendre. Je veux prendre le temps de tourner la page à mon rythme et en harmonie avec cet espace qu'est le chemin de Compostelle. C'est un espace de guérison et de thérapie, le chemin de Compostelle. Quand vous avez fini sur votre banc de montage de monter ce film, que vous avez eu le résultat final, dans votre tête, quel était, pas le message, mais quel était qu'est-ce que vous vouliez que les gens en ressortent, je parle de l'esprit encore une fois, parce qu'on est dans l'esprit aujourd'hui, quel était vous vous avez dit, ils vont regarder ce film, j'aimerais qu'ils sortent avec tel message ou tel, je ne sais pas comment l'expliquer vraiment, mais le but, quoi. Pour moi, mon but était vraiment j'ai essayé d'être dans la posture du serviteur impersonnel et d'essayer de rendre compte et de créer des espaces qui vont permettre aux différents spectateurs de faire ce chemin, cette réflexion intérieure. Ce qui m'a, dans un premier temps, c'est être en harmonie avec ce qu'est le chemin sans trop le teinter de ma personnalité individuelle. Donc voilà. C'est difficile de rester objectif, neutre? Ça peut l'être, oui. C'est une démarche, une posture qu'il faut mettre en place et qu'il faut tenir. Il faut être dans la stabilité de cette posture. On pourrait effectivement en permanence changer. Non, moi, de ma nature, j'aime ça. J'aime m'incliner devant ce qui est plus beau que moi, ce qui est plus grand que moi. On n'a jamais de mal à trouver plus grand que soi. Hein. Et c'est ça. Et quand on s'approche de la nature, quand on s'approche des espaces comme ça, on ne peut que s'incliner et dire je veux te servir, je veux te rendre compte, je veux te servir avec ce que je suis, avec mon filtre, mais qu'il soit le plus clair possible. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. Ça, c'est une vraie volonté. Et puis effectivement, quand on finit un film comme ça, c'est comme le chemin. On sort heureux de l'avoir fait et puis heureux de le partager. C'était un partage. Je vous dirais, quand le film est sorti, je savais pas que j'aurais du public. Enfin, s'il y avait au moins une personne qui voyait le film, ça m'aurait. Voilà, j'étais heureux et ça a été bien au-delà de tout ça. Et c'est magnifique. Justement, comment on fait de la partie technique? On va démarcher les salles. Comment ça se passe? Là, on appartient à un réseau qui distribue automatiquement le documentaire. Comment on va justement à la rencontre même de ce public? Il y a un chemin précis? Je savais qu'avec ce film-là, j'avais un enjeu dans ma vie qui était de la question de la distribution. J'avais fait un précédent long-métrage qui était très intéressant, mais qui n'avait pas été bien distribué. Et donc, j'étais attentif à cette question de la distribution. J'ai pris contact avec des distributeurs, j'ai compris leurs enjeux à eux et qui n'étaient pas conformes avec mes enjeux à moi. Et donc, je me suis dit, puisque c'est ainsi, je vais reprendre mon bâton de pèlerin, c'est le cas de le dire, et je vais distribuer moi-même le film. Et donc, on a distribué. Alors, j'ai mis en place... Je me suis allié à des gens dont c'est le métier et on a organisé la distribution et on a fait en sorte de réaliser notre métier de distributeur, c'est-à-dire d'avoir un film, de comprendre le film, d'aimer notre film et de faire en sorte qu'il rencontre le public auquel il est destiné. Et ça a fonctionné, ça fonctionne, ça fonctionnera. toujours le côté technique, là, comme ce soir vous êtes pour un débat là, à l'Alhambra.
C'est eux qui vous contactent, c'est vous qui leur proposez cette soirée débat. Comment ça se passe au niveau technique là aussi? Il y a quelqu'un qui travaille dans notre entreprise, qui est programmateur et qui connaît le réseau des salles et qui les contacte et qui sait parler aux exploitants, qui sait mettre en place cette relation et qui propose un film. Et c'est la question de l'offre et la demande. Hein. Donc on le redit, c'est un documentaire qui est visible donc à l'Alhambra, à Saint-Étienne. De la fiction à la réalité ou de la réalité à la fiction, il n'y a qu'un pas. Donc on va parler un peu de fiction. Vous veniez de me dire à l'instant pendant la pause musicale que vous veniez de terminer une fiction. Alors si on pouvait avoir quelques infos, qu'est-ce que c'est, que vous avez tourné ça où et quel est le chemin de d'autres films? Bon, je ne parlerai pas beaucoup parce qu'il faut laisser toujours le mystère. Vous savez, quand un bébé, un nouveau-né arrive, on laisse un peu le mystère. Hein. On ne révèle pas le prénom tout de suite. Oui. Donc, on a déjà le nom. Voilà, déjà le titre, évidemment, qui s'appelle Réconciliation dans les pas des Cathares. Et donc, dans le titre, on comprend bien le sujet. Ouais. C'est effectivement une histoire qui va se passer entre aujourd'hui et le XIIIe siècle. Et donc, liée à l'histoire des Cathares. Donc, liée à une terre et un terroir dont on parlait tout à l'heure. C'est l'Ariège, c'est les Pyrénées. Et donc, ça a été 2 ans et demi de tournage, donc c'était une grande aventure. Et donc là, on a fini de tourner, on est maintenant à la post-production. Et donc, on prévoit une diffusion. Et là, comment on recrute ces acteurs? On va chercher des troupes amateurs? C'est des professionnels? Comment ça se passe là? Non, ce sont des professionnels qui sont des professionnels du cinéma, de la télévision. On peut avoir des noms? Non, pour l'instant, non. On ne peut pas encore avoir de scoop. Non, il n'y a pas de scoop, mais en même temps, il n'y a pas de vedette non plus. Ah, Vous savez, quand on s'approche d'un sujet tel que les Cathares cherchaient l'impersonnalité. Donc, si vous amenez une vedette, ça ne va pas être très compatible avec le sujet. Après, il y a toujours le côté, il faut vendre le film. Donc, un nom, ça amène toujours plus de public, non? Ça s'interroge. C'est pas trop ma démarche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être respectueux du sujet que je traite. Et je ne vais pas commencer à mettre des mécanismes et des recettes marketing. Un film est un film, est une œuvre, a une personnalité, il faut la respecter. Quand vous partez sur le chemin de Compostelle, vous n'allez pas avec 3 hélicoptères faire des images dans tous les sens. Avec des drones. Avec des drones dans tous les sens, avec des reconstitutions historiques et des choses. Pour moi, en tout cas, dans la démarche que j'avais en tant que documentariste, non, on va dans le chemin de Compostelle nous amène et nous fait réfléchir à l'humilité. Donc, on s'approche de lui. Et donc, un sujet tel que les Cathares, c'est un sujet à découvrir. Qui était cette communauté au XIIIe siècle? Pourquoi il y a eu toutes ces histoires autour? Donc, je peux pas les aborder de manière. Donc, il y a une démarche, une approche. C'est ma démarche. Et c'est pour ça que ce sont des films qui mettent longtemps à être réalisés. Parce que c'est pas une recette, chaque film a son propre mode de fabrication adapté au sujet. Et c'est un film qu'on pourra voir dans combien de temps à peu près? Donc courant 2018. Courant 2018. Oui. Et après c'est diffusé en télévision Oui, cinéma et télévision, oui, bien sûr. Philippe? Juste une question, est-ce qu'on saura où est enfin le fameux trésor? Il est caché derrière ton canapé, je crois. On le saura, oui. Mais je pense qu'il va y avoir des surprises. Ouais. Il est peut-être pas là où on l'attend. Pour conclure, Freddy Mouchard, avant de vous relaisser, vous abandonner, vous laisser partir dans les rues stéphanoises, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs de Loire FM pour les convaincre ou pour leur donner envie d'aller voir Compostelle, si c'est en plus des gens qui ne sont pas du tout sur le côté religieux ou le côté un peu mystique, je ne sais pas si on peut dire ça. Quels sont les mots que vous pourriez utiliser pour leur donner envie d'aller voir ce documentaire qui est actuellement, encore une fois, à l'Alhambra? Leur rappeler que la vie est un magnifique champ d'expérience et qu'il faut s'ouvrir, il faut être disponible et que si on veut entrer dans un espace où il y a de l'espace de réflexion, je pense que le film Compostelle est un véritable espace. C'est pas dogmatique, c'est pas fermé, au contraire, ça nous rappelle que la vie se crée et se réinvente en permanence et donc c'est une proposition intéressante de ce point de vue. Juste avant de conclure, je vais faire un petit passage du côté de Saint-Étienne. Quand on a quelqu'un qui vient de l'extérieur, on aime bien savoir un peu son ressenti. Est-ce que Saint-Étienne, c'est une ville que vous connaissiez ou que vous connaissez? En fait, de par mes voyages avec le film, j'ai traversé souvent Saint-Étienne et je l'ai redécouvert. Là, j'ai redécouvert différemment en venant vous voir parce que je viens de plus dans le sud et je suis repassé par l'Aubrac, mon GPS, et qui a derrière avec ses petits... On revient sur la Ligo un peu. Voilà, et donc c'était magnifique. Aujourd'hui, il y avait la neige, tout ça, encore là-haut, c'était magnifique. Et j'ai redécouvert Saint-Étienne d'une autre manière parce qu'en venant de Lyon, c'est pas du tout le même point de vue et c'est pas tout le même parcours. Et là, je me rends compte plus comment il est installé et comment la ville s'inscrit dans le paysage et la montagne présente, les choses. Et c'est un chemin, je veux dire, c'est différent et je trouve intéressant aujourd'hui. Ça m'a beaucoup plu. Il n'y a pas de hasard. Donc, vous aimez Saint-Étienne? Vous allez le conseiller
à votre entourage de venir découvrir Saint-Étienne. Je connais peut-être pas encore assez Ouais. pour tout dévoiler, quoi. Ouais, il y a plein de choses à découvrir. C'est une cité qui est en pleine mutation, on va dire. J'en doute pas. En fait, chaque terre, il faut réinventer, il faut tirer le meilleur de chaque terre, c'est évident. C'est une belle terre, de toute façon. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir dans mes meilleures années. Merci à On vous. termine cette émission avec un extrait de la bande originale du film. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots pour terminer? Oui, on a créé une bande originale avec une musique spécifique pour le film parce que le film avait vraiment besoin de. Pour moi, c'est important la bande son et la bande son est très travaillée. Je veux dire, on est dans un documentaire de qualité et donc à la fois l'image est soignée, mais aussi la bande sonore. Et donc on a vraiment créé avec des instruments, je veux dire, des orchestres, des choses, vraiment des musiques qui accompagnent ce parcours et cette démarche intérieure. Et donc on vous propose un petit extrait. Merci beaucoup en tout cas Freddy Mouchard d'avoir accepté l'invitation de Loire FM. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir et un peu découvrir ce que c'est que ce paysage, cette nature, ce chemin de Compostelle. On vous souhaite un bon retour et puis nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de mes meilleures années ou de rendez-vous avec la politique le samedi à midi et le jeudi à 18h pour la rediffusion. Au revoir.